les différences, la diversité, également peut-être les ressemblances, ou retrouver d'ailleurs des membres de l'APM que vous connaissiez déjà. Je vais donc me retourner, nous poursuivons notre introduction, je vais me retourner maintenant vers Heinz Wiesmann en vous demandant, s'agissant de Christophe Colomb et de la fabrication de ses repères, est-ce qu'il était profondément téméraire et inconscient? Est-ce qu'au contraire, sa démarche n'est pas finalement exemplaire en ce sens? Il est d'abord allé voir tout ce qui se savait pour ensuite construire ce qui ne se savait pas encore. Juste très rapidement, en écho à cette présentation que je trouve parfaite de ce qui nous attend, c'est-à-dire une réflexion sur les projets. Christophe Colomb avait un projet. Or, le projet ne peut se mettre en perspective qu'en tant que trajet. Et baliser un trajet ne peut se faire qu'avec un savoir déjà accumulé au préalable. La difficulté majeure, c'est que le futur ne peut être conçu qu'à partir du passé. C'est ce que je retiens de la présentation tout à fait juste de l'aventure de Christophe Colomb. Il ne pouvait pas s'élancer avec des connaissances portant sur ce qui allait l'attendre. Il était obligé de s'appuyer tout en s'en écartant. C'est ça, l'audace. Il était obligé de s'appuyer sur ce qu'on avait accumulé auparavant pour savoir. J'appelle ce geste qui consiste à rebondir sur le passé pour forger l'avenir, le principe renaissance. La grande renaissance européenne, il y a plein d'autres renaissances au cours de l'histoire, la grande renaissance européenne ne visait pas du tout à refaire l'antiquité grecque ou latine, ou romaine. Les renaissants, les humanistes se sont servis de ce passé pour projeter dans l'avenir ce qu'ils appelaient une utopie. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est juste après la découverte des Amériques, 1492, que Thomas More, en 1516, écrit la première utopie. L'utopie a pour finalité d'indiquer un terme à l'aventure humaine, un terme qui permet ensuite de baliser le chemin en répertoriant toutes les avancées et tous les reculs. Il y a là une élaboration de l'avenir à partir de ce qu'on avait déjà en possession, d'une certaine manière, accumulé grâce au travail des penseurs, des savants du passé. Et ce que je souhaite souligner que nous sommes, c'est que nous sommes aujourd'hui exactement dans cette situation. Il faut s'élancer vers des terres inconnues. Nous disposons d'une somme de savoir inégalée au cours de l'histoire, seulement elle ne peut pas servir directement à baliser ce futur. Il faudra s'en servir de façon imaginative, de façon audacieuse. Il faudra extrapoler des hypothèses. Et tout le travail de réflexion que nous allons mener, c'est du moins comme ça que j'ai compris l'invitation qui m'a été adressée, tournera autour de ce problème. Je serai là, au fond, pour me nourrir de vos réflexions. Je n'ai aucune idée préconçue et j'attends beaucoup de ce qui va se passer pendant cette journée, et c'est une journée et demie en un sens. Je vais juste ajouter une réflexion, si vous permettez, qui porte sur la notion même d'entreprendre. Je pense que vous savez que le verbe entreprendre est un terme militaire. Au Moyen-Âge, entreprendre une ville signifiait faire le siège de la ville. Faire le siège d'une ville suppose qu'on ait un plan d'attaque. Or, les entrepreneurs sont les héritiers, évidemment, en temps de paix, de cette problématique guerrière. Et je dis régulièrement que les entrepreneurs, comme les sportifs de haut niveau, ce sont les guerriers en temps de paix. Ils ont exactement la même attitude par rapport aux difficultés qu'il s'agit de vaincre. Et il y a au fond, dans la prise de risque peut-être rationnellement assumée, mais tout de même, prise de risque, il y a quelque chose qui distingue
dans le monde dans lequel nous vivons et où tous nos contemporains aspirent à la sécurité, il y a peut-être là quelque chose qui distingue l'entrepreneur du reste de la population. C'est ça que je voudrais qu'on creuse, qu'on se demande comment on peut oser être entrepreneur. Et la métaphore sportive, j'aurai peut-être l'occasion de vous la décliner davantage. Je dis simplement, les différentes activités sportives depuis l'Antiquité se divisent en trois. Il y a les sports traditionnels qui consistent à faire ce qu'on a toujours fait dans des situations un peu rituelles d'exaltation du prestige de ce qu'on a fait. Dans les fêtes patronales à la campagne, encore aujourd'hui, on fait des concours de labour, on fait des choses qu'on a toujours faites, et à minuit, à la télévision, vous voyez des gros bonshommes, parfois du Midwest américain, soulever des poids énormes, scier des troncs d'arbres, etc. C'est des sports traditionnels qui demandent un tout autre type d'engagement que les sports modernes, qui sont des sports utopiques, c'est des sports d'équipe, qui visent un but. Tous les sports modernes sont tournés vers la réalisation d'un but, quelle que soit sa forme. Ça peut être une cage, ça peut être comme au rugby, c'est poteaux, ça peut être un panier. C'est la coopération de tous en vue de la réalisation du but qui caractérise les sports modernes. Et puis, pourquoi j'évoque ça? Parce que depuis maintenant presque un siècle apparaissent les sports de glisse, qui sont des sports radicalement individuels, sans but, avec une jouissance extrême liée à la réactivité parfaite. Or, et ça, c'est une réflexion que nous devons mener, est-ce que la réactivité, c'est-à-dire le sens de l'innovation instantanée, séparée de toute perspective de progrès à accomplir en commun, est-ce que c'est ça ce qui nous attend? Est-ce que c'est cela la situation dans laquelle nous devons nous débattre, ou est-ce qu'il y a une possibilité de relier cette capacité d'innover à tout instant, de réagir au quart de tour aux problèmes qui se posent, à l'espérance d'un progrès partagé qui relie les uns aux autres et qui font peut-être désormais de l'humanité l'horizon ultime d'un sport d'équipe. Je m'arrête là, nous allons voir ensemble comment cela va se décliner. Merci beaucoup, Alexis Mac. Et vous imaginez quelle résonance vos derniers propos peuvent avoir au pays de la glisse et au pays du surf, bien sûr. J'aimerais vous présenter notre deuxième invité, Aymeric d'Arcimol. Pour financer vos études, vous vous êtes fait embaucher, il y a quelque temps déjà, par un tailleur de pierre qui était également maçon. Ceci vous a beaucoup servi, car ça fait 30 ans maintenant que vous restaurez une demeure familiale. Mais restaurant cette demeure familiale, vous avez travaillé avec beaucoup de personnes, et notamment, vous avez observé que la façon dont on monte un mur correspond à son tempérament. Ainsi, vous avez observé que quelqu'un d'anxieux n'allait pas poser un bloc de pierre volumineux sans y ajouter quelques petits cailloux, étant sûr ainsi d'abord d'atteindre l'équilibre de la pièce centrale, s'assurer donc que tout tiendrait bien avant de poursuivre le mur. Tandis que l'optimiste, lui, travaillait sur les gros volumes, se disant « de toute façon, ça tiendra, poursuivons et allons de l'avant ». Ça, c'est votre première observation, votre première passion, si je puis dire, c'est l'être humain, je les mets dans le désordre. Deuxième passion, ce qui vous passionne aussi, c'est l'organisation des hommes et du travail. Vous l'opposez à la mécanique de précision dont vous dites que, mon Dieu, il ne s'agit pas de faire d'efforts d'inventivité extrêmes pour pouvoir l'atteindre. La mécanique de précision, c'est assez aisé. Bien plus habile est celui qui parvient à faire une construction humaine équilibrée et terriblement efficace. Pour le reste, bien sûr, ce que vous savez déjà, chers amis, vous êtes, monsieur d'Arcimol, conseiller du président du groupe Safran, commissaire général du Salon de l'aéronautique et spatiale. La dernière édition en juin a drainer 400 000 personnes. Vous offrez ainsi à vos clients venus du monde entier la possibilité de visiter la planète aéronautique en moins de 3 jours. Les nouveaux repères entrepreneuriaux, je vais prendre la question à l'envers, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en créer de nouveaux, comme s'il n'y en avait pas eu par le passé? Non, je m'adresse bien sûr à des entrepreneurs
Et je pense qu'on partage à peu près les mêmes critères en termes de repères. Mais les repères, je les mettrais de deux ordres. D'abord, les valeurs. Les valeurs, pour moi, sont très liées à l'homme. Et de l'autre côté, les fondamentaux. Les fondamentaux qui sont liés à la filière dans laquelle on appartient. Si je reviens aux valeurs, pour moi, les valeurs, c'est très difficile de porter un jugement sur les valeurs d'une personne, parce qu'elles sont liées à sa culture, sont liées au lieu où il habite, d'où il vient, souvent à l'histoire, voire à sa religion. Et ça, je ne me permettrai en aucun cas de porter un moindre jugement sur les valeurs d'une personne. Elles sont propres à sa personne, mais n'empêche que ce sont ces choses-là qui va le rendre fort dans la vie de tous les jours. Et je vous donne un exemple bien précis. Je donnais des cours à Bangalore, à une époque. Et un professeur américain dans cette université passait 8 jours avant moi. Je ne le savais pas, et un jour, il vient dans mon hôtel, au bout de la 3e année, et il me passe un savon énorme. Il me dit, je ne comprends pas pourquoi, je savais que les Français étaient anti-américains, mais pourquoi vous détruisez tout ce que je dis? Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas son cours. Et je lui dis, mais pourquoi vous dites ça? Ben, je lui dis, vous êtes en train de dire à ces jeunes que les valeurs qu'ils ont, ce sont les plus fortes, et c'est ça à laquelle ils devraient s'accrocher, et surtout pas d'autres valeurs qui leur essaient imposées. Et moi, j'essaie de leur expliquer que le monde entier marchera mieux si on partage tous les mêmes valeurs, et si possible, les valeurs américaines. Alors, c'est sûr qu'il était un peu... Il s'imaginait que je faisais exprès. Pas du tout. C'était pas du tout dans mon approche. Et les valeurs sont très liées forcément, et pour l'entrepreneur, c'est très important, à des convictions. Des convictions qui feront derrière que vous allez vous forger un énorme mental. Et je vois très bien quand vous montez un mur, ben, quelquefois, surtout quand vous avez plus de 65 ans, votre truelle, vous avez envie de la balancer à quelques mètres parce que vous en avez ras-le-bol. Et je me force avec mes jeunes, je dis non, on continue, on en chie complètement, mais on continue. Je peux vous dire que ça les marque, parce que je leur dis souvent, dans la vie professionnelle, c'est ce que vous allez rencontrer. C'est au moment où ça devient difficile que vous avez envie de balancer votre crayon, votre ordinateur à 10 mètres. Ben non, c'est au moment où il faut y aller, c'est là où ça fait mal, et c'est là où il faut y aller. Et c'est assez intéressant parce que ces jeunes que je pense, ce sont tous des jeunes qui sont généralement en difficulté sociale, avec leurs parents. C'est-à-dire que généralement, je me débrouille pour que, quand ils reviennent après 15 jours ou 3 semaines avec moi, ils changent complètement d'approche et ils peuvent discuter avec leurs parents. Je peux vous dire que c'est le cas. Et d'ailleurs, en termes de repères, il y a les fondamentaux. Et là, on vit un bel exemple. Je pense qu'on est assez amnésique, nous tous, l'humain. C'est que quand on ne respecte pas dans sa filière les fondamentaux, eh bien, on va dans le mur. Alors, dans le monde politique, c'est un très bel exemple. Il nous a conduit notre pays depuis 40 ans en déficit. À un moment donné, il ne faut pas être sorti d'une grande école de commerce pour dire qu'il va y avoir, ou d'économie, qu'il va y avoir un problème. Il s'étonne qu'il y a un problème. Et bien sûr, les couillons qui vont récupérer ce problème, c'est nous. Et on le voit. D'ailleurs, tout à l'heure, notre animateur nous disait un peu les conséquences que ça pouvait avoir. Elles sont plutôt graves, en effet. Mais je pense que les fondamentaux, d'abord, je dirais, ils sont liés à l'expertise dans la filière dans laquelle on est. Donc, il y a expertise, il y a des équations qui gèrent cette expertise, et donc c'est pas négociable. Ce sont des axiomes, des théorèmes, et à moins de remettre en cause la physique fondamentale, si on ne les respecte pas, ça ne marche pas. Et je pense qu'un entrepreneur, s'il n'accepte pas de respecter les fondamentaux de son propre métier, il se condamne. Et ce qui nous a fait beaucoup de mal, et souvenez-vous, et c'est de moins en moins vrai maintenant, c'est qu'il fallait avoir toujours le langage politiquement correct. Alors ça m'a joué des mauvais tours quelquefois dans ma boîte, c'est vrai. On me disait Darcy Moll, ferme ta gueule, tu ouvres la gueule, parce que d'abord j'étais le seul non-polytechnicien au niveau de ma direction générale, donc j'en jouais un peu, parce que je pouvais me permettre certaines remarques que ces gens-là ne pouvaient pas se permettre entre eux. Je me dis, bon, encore un zombie, là, il fait des remarques. Mais, si vous voulez, le politiquement correct conduit souvent à accepter le non-respect des fondamentaux.
Et ça, je dis que c'est très 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 important. Quand vous vous surprenez à ne pas respecter les fondamentaux de votre métier, vous allez vous condamner. Les valeurs, c'est un problème de vous regarder dans la glace. Et donc de vous affaiblir vous-même, parce que finalement, on est tous fait pareil, hein, enfin, je pense. Hein. C'est que quand on se renie soi-même, on a un petit peu honte de soi-même quand on se fait les yeux, ou quand on se rase, pas les yeux pour les femmes, hein, et quand on se rase le matin, c'est peut-être pas très glorieux éventuellement de renier toujours ses valeurs. Et je pense qu'au niveau des repères, pour répondre à votre question, pour moi c'est très très important. C'est l'aspect des valeurs et l'aspect des fondamentaux, et qui font qu'un entrepreneur le rend fort dans ses actions de tous les jours. Merci beaucoup. Vous voyez d'où nous sommes partis. Si vous voulez progresser, construire le futur, il faut d'abord voir tout le capital du passé et vous y ajoutez votre audace. Premier propos d'Heinz Wiesmann. À cela, il ajoute ceci, et ça fait frémir. Si entreprendre est un terme guerrier, aujourd'hui, en termes sportifs, on l'a conduit jusqu'à une réactivité immédiate, isolée et sans but. Est-ce de cela dont nous avons besoin? Il ouvre la question. À cela, Émeric Darcimol, vous ajoutez ceci. Moi, comme entrepreneur, j'ai deux choses importantes dans ma vie qui me structurent. Mes valeurs, ce sont les promesses faites à moi-même, et parfois, je n'en suis pas fier de ces promesses non tenues, je le dis avec mes mots. Et d'autre part, les fondamentaux de mon métier, si jamais je m'en écarte, je tombe. Poursuivons, si vous le voulez bien. Vous avez bien vu que, vous avez bien compris qu'il va falloir donc sortir des sentiers battus, et c'est bien pour cela que vous êtes là, vous aurez 24 heures pour le faire. Il est beaucoup plus aisé d'adopter des idées neuves que de se débarrasser des idées anciennes. Puis-je vous présenter l'une des personnes les plus habilitées à en parler? Je vous demande de l'applaudir, il s'agit de Jérémy Lagardeur. Jérémy Lagardeur aurait pu tenir un rôle dans le cercle des poètes disparus. Vous êtes professeur à l'ESTIA, École supérieure de technologie industrielle avancée. Vous donnez des cours de conception de produits et de design. Tout ce qui a trait à la créativité vous intéresse. Donc, pouvoir construire ce futur immédiat ou lointain, précisément, c'est l'une de vos passions. Il y a ainsi 6 ans, si j'ai bien compris, vous avez entre autres créé les 24 heures de l'innovation. J'aimerais qu'en quelques mots, vous puissiez nous décrire cette machine extraordinairement à la fois ludique mais intéressante et efficace que vous avez conçue. Alors le principe des 24 heures, je ne sais pas si vous connaissez la série 24 heures chrono avec Jack Bauer qui sauve la planète. Mais nous, on s'est adapté un peu de ce principe-là, et l'idée, c'est pas de sauver la planète, mais d'essayer de sauver de toutes ces crises, au pluriel, qu'on a évoquées, et d'essayer en 24 heures chrono de travailler sur des sujets, des problématiques d'entreprise que l'on collecte en ce moment auprès d'industriels. Et en même temps qu'on fait ça, on essaye de trouver des participants qui acceptent de travailler en 24 heures chrono sur ces problématiques-là. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, nous allons le faire nous dans 15 jours avec 300 participants, 300 participants qui seront dans notre école à l'ESTIA, 1000 participants qui seront répartis un peu dans le monde entier et qui vont accepter ce défi de travailler en 24 heures chrono sur des sujets. Et les survivants, le lendemain, puisqu'ils vont travailler de vendredi au samedi, vont présenter leurs résultats en 3 minutes chrono devant le jury, et puis pour récompenser, contrairement à l'APM où il n'y a peut-être pas de grand lot à gagner, nous on essaye quand même de faire des petits gestes, donc ça peut être des ordinateurs, des sauts en parachute, et les survivants ne reviennent pas l'année d'après. Alors pourquoi on a fait ça, c'est que... Il y a des histoires, j'imagine. Alors il y a des histoires, il y a des jolies histoires, il y a des étudiants qui négocient leur stage, il y a des étudiants qui négocient leurs embauches, et des entreprises qui viennent faire leurs courses et qui viennent avec des idées nouvelles. Je ne citerai pas l'entreprise, mais c'est une entreprise leader dans le secteur de l'énergie, dont le logo est jaune, blanc, rouge et bleu, qui est arrivé avec un principe de vouloir inspecter des ouvrages sous-marins, avec une idée de technologie qui était la thermographie, et puis tout de suite il y a un étudiant de l'ESTIA, pour pas la citer, mon école, qui a dit mais attendez, pourquoi faire ça alors qu'on pourrait faire ça à 90 degrés. Et là tout de suite le porteur de sujet a dit effectivement on n'y a pas pensé, et c'est parti pendant 24 heures, il y a eu un petit concept qui a été généré, et derrière il y a eu 2 ans de contrat
de recherche et développement avec cette entreprise pour mettre au point le principe, le brevet qui a été déposé par Total en partenariat avec l'étudiant qui n'a pas demandé de liberté de droit d'industrialisation et autres. Et donc effectivement, il y a des success stories. Alors ça ne marche pas toujours comme ça. Au bout de 24 ans, vous ne repartez pas avec vos brevets. Merci pour la photo de pratiquant de glisse que je suis et de surf. Donc effectivement, je suis professeur aussi à l'Estia. Et j'ai envie de dire pour compléter, et le problème de tout ça, c'est qu'on est tous fautifs à la base. C'est-à-dire que le système éducatif, à mon avis, est fautif. C'est qu'on ne nous forme pas à l'entrepreneuriat, on ne nous forme pas à la créativité. On nous éduque, on nous forme. Moi, j'ai souffert énormément quand j'étais étudiant. J'ai même plus que souffert parce que j'étais souvent un petit peu au fond de la classe et souvent un petit peu en conflit avec mes professeurs. Et donc, hors de moi, l'idée de devenir professeur. Ce que je suis devenu, je ne sais pas encore comment. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est des formats pédagogiques complètement nouveaux. Donc, les 24 heures sont là. Je suis content que mes étudiants acceptent. J'ai quand même trouvé 8 étudiants, même 9, ils se sont bousculés pour venir rencontrer des gens de l'APM. Pour leur dire, bah, écoutez, vous allez discuter à table avec des directeurs d'entreprise, vous êtes en première ou deuxième année, et ils se sont tous rués, donc ça me fait plaisir. Donc je me dis que moi, si un prof m'avait demandé ça, jamais je l'aurais suivi. Donc les 24 heures sont un peu à l'image du cancre que j'étais, c'était le format pédagogique. Donc je ne vous raconte pas les 24 heures, mais pendant 24 heures, on met du café en intraveineuse à tout le monde, il y a des pizzas qui sont délivrées pour tous les participants. C'est un format assez stimulant. Il y a des coachs qui participent, du coup, finalement, il y a des salariés d'entreprise qui sont dans les équipes, qui se mettent dans les équipes. Les entrepreneurs qui donnent des sujets me disent je brief au début, puis après je m'en vais, et puis finalement je les retrouve pendant la nuit avec les jeunes en train de travailler. Et tout ça, ça fait une belle animation pendant 24 heures, et c'est un petit peu ce format-là qu'on voulait vous proposer. Mais avant, j'ai quand même pris très vite les plis des professeurs. Je savais que j'allais passer après ces deux messieurs, et je me suis dit je ne peux pas faire un cours ou apporter. Donc un professeur, qu'est-ce qu'il fait quand il est pris en fait, il fait une interro surprise. Et donc, je vais vous proposer de faire la première interro surprise d'APM. Alors, je vois Jean-Philippe, il a déjà vu ça à TEDx, donc je vais lui demander de jouer le jeu. Et je vais vous demander de prendre une feuille, de marquer votre nom et votre prénom en haut à gauche de la feuille, de marquer la date du jour. C'est scolaire, pour une fois, je reprends le côté professeur, je reprends le dessus. J'étais un ancien camp, vous allez voir, si un jour, je ne sais pas si certains d'entre vous sont devenus professeurs, mais on reprend vite les clichés. Et je vais vous demander... Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez marqué votre nom. Ok. Je vous rappelle, on va essayer d'adapter ce format des 24 heures au format APM. Mais avant, je vais faire un test pour savoir si vous êtes tous éligibles à travailler à ce format 24 heures. Donc, je vais vous donner une consigne, un exercice à faire. Je vais vous demander, avant de travailler 24 heures, en 24 secondes, vous allez devoir concevoir, imaginer, éventuellement dessiner si vous avez envie, et surtout de tester et de prototyper un objet volant qui va permettre d'atteindre la cible. Alors la cible, je vais prendre cette bouteille, on va se mettre ici pour éviter de toucher M. Darcimol, M. Wiesmann. Voici la cible, et vous avez 24 secondes. Un objet volant, c'est parti, dépêchez-vous. Et vous devez tester votre objet pour atteindre cette cible. Expérimentez-la. Dépêchez-vous, il reste 15 secondes après mon chrono. Allez, dépêchez-vous, qui va oser. Salouette, dépêchez-vous. Ceux du fond, n'hésitez pas. Allez, bel essai, une nouvelle tentative. Il reste 10 secondes, dépêchez-vous si vous voulez arriver à une nouvelle tentative. Alors écoutez, c'est terminé, on va arrêter. On va arrêter, sinon l'hôtel va... Alors, pourquoi je vous ai fait ça? Déjà, je me suis dit, tiens, ça va réveiller tout le monde pour 24 heures. Et alors, ce qui est intéressant, regardez, quel est le type de production qu'on a obtenu? Le premier type de production, c'est les avions en papier. Donc ça, c'était les rêveurs. Il y avait des gens qui pensaient du fond, en faisant un avion, vous pensiez que vous allez toucher la cible, avec la précision de l'avion. Je n'ai rien contre l'aéronautique, mais l'aéronautique papier a une précision plus que douteuse. L'autre type de production, c'est les boulettes en papier. Donc là, c'est les cartésiens. C'est-à-dire là, les gens se sont dit, effectivement, là, le prof est en train de nous entourlouper avec son objet volant. Une boulette, ça vole à peu près. C'est un coefficient de finesse un peu limité, mais j'aurai peut-être plus de chance et plus de précision. Et puis, j'ai vu passer, là, vous me faites plaisir, parce que, en général, dans ce type d'environnement, j'ai uniquement ces deux propositions. Et là, j'ai vu passer des ovnis,
J'ai vu passer un stylo, c'est ça? Et donc là, j'ai eu une troisième type de catégorie. Et pourtant, on est 90, et on n'a eu que 3 types de catégories. Et vous voyez comment notre créativité est quand même assez limitée, c'est qu'il n'y a eu que 3 types de conceptions possibles par rapport au cahier des charges que j'ai donné. Alors quand je fais ça chez mes étudiants, parce qu'en fait ce que je vous ai fait là, ils ont été gentils, ils ont été polis, ils connaissent hein, les deuxièmes années. En première année, c'est mon premier cours, je commence par ça. Et donc c'est un amphi de 200 étudiants. Et vous imaginez déjà le nombre d'avions, et puis tout d'un coup arrivent les objets. Alors j'ai eu droit à des vêtements, on s'est arrêté soft, hein, les vestes, les trousses. Je ne suis pas comme Chirac qui reçoit d'autres types de vêtements, de sous-vêtements et autres. On n'est pas arrivé jusque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les étudiants, eux, même s'ils arrivent en cours, ils se lâchent. En fait, au bout d'un moment, ils gênent un peu tout ce qu'ils peuvent. Et donc l'objet des 24 heures, c'est ça, c'est vraiment provoquer ce type de rencontre entre du public étudiant, des entrepreneurs, et que tous ces gens-là se retrouvent en 24 heures chrono. Et c'est ce qu'on voudrait essayer de tester avec vous pendant ces 24 heures-là. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais prendre quelques minutes, si vous le voulez bien, pour présenter ou inviter les personnes qui ne font pas partie de l'APM à se présenter. Déjà, vous avez bien vu que par table, vous avez un étudiant, que cet étudiant va donc vous interpeller. Vous avez aussi une personne qui ne fait pas partie de l'APM, alors je vais tout d'abord demander à M. Max Moreau de bien vouloir se lever, voilà. Monsieur Max Moreau, vous avez été chef d'entreprise, au départ une entreprise de 12 personnes, vous l'avez conduite jusqu'à 600 personnes. Et en même temps qu'être entrepreneur, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le premier était un livre d'économie. Ensuite, alors que vous n'aimiez pas écrire et vous n'aimiez pas lire, cela en tous les cas étant tout petit. Mais votre maman est une Béarnaise, née au Brésil, major Subdeco Toulouse, qui vous a dit un jour, il va falloir que tu apprennes et que tu aimes écrire et que tu aimes lire. À partir de là, elle vous a fait apprendre et réciter les fables de La Fontaine. Voilà pourquoi, petit à petit, la passion est venue. Aujourd'hui, vous en êtes au 20e livre, car vous n'avez pas oublié votre passion. Pardon ? Vous êtes un récidiviste, bien sûr, livre d'économie, bien sûr, mais aussi aujourd'hui des romans. Le dernier s'appelle Immersion. Bien avant cela, il y avait L'Embauchoir, qui a été un vrai succès, 15 000 exemplaires vendus, plus 2 autres éditions. L'économie en jachère. Il y a donc des livres qui ont bien marché, d'autres moins bien. Je vais ajouter une chose parmi votre curriculum. Vous êtes aussi, vous faites partie des fondateurs de la première association de formation continue de France. Et on peut vous applaudir. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vais demander à M. Dominique Menot de bien vouloir se lever. Monsieur Dominique, merci beaucoup d'être parmi nous. Votre parcours est extraordinaire. Je veux dire, on vous trouve d'abord à Madagascar. Vous ne vouliez pas faire votre service national. C'est là où vous atterrissez et on vous dit tu seras traducteur de portugais et d'anglais, vous qui ne connaissiez pas l'anglais du tout. Mais ainsi est l'armée, ainsi est le destin. Donc vous apprenez un peu le portugais, un peu l'anglais. On vous retrouve ensuite au Canada, dans les entreprises, en Alabama, vous y apprenez l'anglais. Vous revenez en France et là vous avez une phrase magnifique, vous dites « Je ne savais rien faire, donc je suis devenu bûcheron ». Très rapidement, cependant, vous devenez directeur général d'une exploitation forestière, puis vous rachetez une entreprise et enfin, pendant longtemps, 26 ans, vous avez été responsable des approvisionnements bois du groupe Gascogne. Merci beaucoup d'être parmi nous avec votre expérience. Aymeric d'Arcimol, nous sommes occupés de vous, déjà, bien sûr. Alors, il y a d'autres personnes que je n'ai pas rencontrées. Ici, y a-t-il une personne qui ne fait pas partie de l'APM? Oui. Ici, une personne, c'est M. d'Arcimol. Ici, une personne qui ne fait pas partie de l'APM, qui va arriver, nous la présenterons tout à l'heure. Ici, elle n'est pas là non plus. Françoise. Pardon. Françoise. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous donner... Ah oui, je ne vous ai pas présenté M. Rankovic. J'y viens dans un instant, si vous le voulez bien. Je vais vous donner la parole, je vous en prie, et je vous donne 1 minute 30. C'est possible? Je vous en prie. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Bonjour, je suis Françoise Thiolan. Je suis avocate et surtout médiateur. C'est à ce titre que je participe à cette journée, à cet après-midi. Alors, qu'est-ce que je fais de plus? Donc, en
tant que médiateur, j'interviens aussi bien à titre amiable que judiciaire. Et puis en fait, ce qui me plaît surtout, c'est d'intervenir dans les entreprises, dans la prévention des risques psychosociaux, mais aussi dans les problèmes de type familiaux que l'on rencontre beaucoup dans les entreprises que nous avons ici dans notre région. Donc je suis aussi à la Chambre de commerce et nous avons fondé une association de médiation. Voilà, nos premiers projets d'ailleurs touchent à la famille, puisque Bayonne est juridiction pilote en France. Nous animons des séminaires de coparentalité pour les parents d'enfants mineurs qui divorcent. Et nous avons aussi un projet pour les prisons, où une amie qui était avant associée avec moi, mais qui est repartie à la Cour d'appel de Montpellier, donc une magistrate, intervient donc, du côté de Montpellier pour apprendre aux prisonniers à dialoguer, pour essayer de ne pas récidiver par la suite, sachant que la colère, la honte et le mépris sont souvent ressentis avant les actes délictueux, notamment les attaques, les crimes, etc. Voilà, et sinon je suis réunionnaise et c'est aussi une particularité importante puisque grâce à la médiation, si j'ai l'occasion de repartir souvent chez moi pour former de la Réunion de Saint-Denis, Saint-Gilles. Merci beaucoup d'être parmi nous. Serge Rakovitz, lorsqu'on vous interroge, vous dites « je fais le plus beau métier du monde ». Vous êtes devenu conseiller en Russie où vous apprenez à certains Russes à travailler à l'occidental, c'est-à-dire comme à l'ouest. Je vais être plus précis. Vous avez d'abord été patron chez Turbomeca, entre autres pour réaliser la nouvelle usine de Borde, construction qui a duré 5 ans, et 3 ans après cette réalisation, les clients de l'entreprise, les employés, mais également la direction, se félicitent de l'ensemble de la conception. Cette usine dont vous avez mené le montage et la conception est aujourd'hui donnée en exemple par ceux qui s'y trouvent et par ceux qui y travaillent. Fort de cette expérience donc, vous êtes devenu aujourd'hui conseil en organisation en Russie dans l'aéronautique. C'est donc là où on vous retrouve en train d'éduquer, d'informer, de former les Russes pour obtenir des organisations à l'occidental. Je ne me trompe pas. Merci beaucoup d'être parmi nous.